Nous sommes désormais au cœur de la ville de Lyon et EM Lyon a décidé d'ouvrir un cycle de conférences, sur le thème de la ville durable. Est-ce que vous auriez quelques mots rapides à nous donner comme définition de la ville durable? Alors, ce que je sais, c'est que dans la majeure partie des objectifs du développement durable, en général, ils sont définis en une phrase. Autoriser un accès à l'eau, pour chacun, éradiquer la pauvreté, je sais pas quoi, et cetera. Alors, en fait, quand on regarde un peu la manière dont le monde fonctionne, on se rend compte que malheureusement, dans les 17 objectifs du développement durable, chacun des 17 est antagoniste à au moins un des 16 restants, d'accord? Par exemple, éradiquer la pauvreté, en général, ça se conçoit comme les gens qui ont pas beaucoup vont gagner autant que les gens qui ont plus. Donc c'est fatalement augmenter la production globale de l'humanité, puisque c'est une affaire économique, cette histoire. Donc c'est fatalement augmenter les pressions de toute nature et par exemple, dégrader l'eau ou augmenter les rejets de gaz à effet de serre, toutes choses égales par ailleurs. Quand on voilà, donc quand en fait, quand vous regardez épurer l'eau, ça peut demander d'utiliser plus d'énergie. Par exemple, en ce moment, accéder à l'eau en Espagne, ça demande de dessaler de l'eau et ça augmente la consommation d'énergie et ça augmente les rejets de saumure dans la mer, bon, et cetera. Donc en fait, vous vous rendez compte que, et ça, c'est un peu la physique qui veut ça, que les 17 objectifs du développement durable, il y aurait qu'une seule manière, en fait, de les satisfaire, donc asseyez-vous bien, hein, tous ensemble en même temps, c'est que la population diminue. Voilà, ça marche, parce que du coup, on peut à la fois diminuer la pression globale, et mieux répartir au sein de ce qui reste, ça pose pas de problème. Je ne dis pas que j'ai une solution pour ça, hein, mais je dis que en fait, quand vous regardez physiquement la manière dont les choses se passent, c'est à peu près la seule trajectoire qui permettrait de respecter en même temps, les 17 objectifs. Alors sur la ville durable, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est quoi une ville? Une ville, c'est historiquement un endroit où les gens se rassemblent pour échanger de manière plus commode. Quand vous regardez, les premières villes qui se d'abord la ville est consubstantielle de la sédentarisation. Tant que l'humanité était nomade, chasseur-cueilleur, il y avait pas de ville, d'accord? Et au moment où, l'humanité se sédentarise, on se rend compte qu'on commence à avoir besoin de ce qu'on appelle des services, c'est-à-dire d'échanger, de commercer. Alors ça peut être du troc, ça peut être monétaire et cetera. Notamment parce que quand on est chasseur-cueilleur, ben, ma foi, le jour où on a envie de manger du mammouth, on attrape un mammouth et le jour où on a envie de manger des érelles, on va cueillir des érelles et le jour où on a besoin d'une branche d'arbre, on va se servir d'une branche d'arbre. Quand on se sédentarise, Paul fait du blé, Jacques fait des oranges, enfin ou des pommes ou je sais pas quoi et donc personne ne fait la totalité de ce que chacun va utiliser. Donc on commence à avoir besoin, d'échanger, je le dis, hein, Henri fait des moutons, et on se rend compte que, ces échanges, il y a un certain nombre de cas de figure quand ils deviennent un peu significatifs, où c'est plus simple de les rassembler tous au même endroit. Et donc la ville, historiquement, c'est un lieu d'échange. Alors qu'est-ce qu'on va échanger en ville? On va échanger des biens, la place de marché. On va échanger des règles de vie en commun. Ça peut être des règles morales, donc c'est la religion, par exemple, le lieu de culte qui est toujours au centre, des entités urbaines. Ou ça peut être, des règles civiles, c'est-à-dire, les règles édictées par un monarque, plus tard une république, et cetera. C'est un endroit où on échange des savoirs, l'école, l'université, typiquement cet établissement. Voilà, donc en fait, c'est un lieu d'échange et le lieu d'échange, il est historiquement à la fois le plus efficace quand il est compact, parce que c'est comme ça qu'on minimise les distances et les coûts de transaction et même encore aujourd'hui, ça se fait pour le trading haute fréquence où j'espère que personne d'entre vous n'ira, parce qu'en termes d'utilité sociale, ça se discute et puis, donc en fait, vous remarquez que la forme de la ville est toujours la forme qui est topologiquement la plus compacte. C'est-à-dire les lieux d'échange au centre et les gens rassemblés à la plus petite distance possible des lieux d'échange, ce qui, sur une surface plane, vous donne un disque. Puis quand la surface n'est pas plane, parce que vous êtes à fond de vallée, parce que vous êtes ailleurs, et cetera, la forme de la ville varie un peu. Mais sinon, globalement, c'est toujours comme ça. Il faut regarder toutes les villes anciennes en Europe, elles sont toutes faites sur le même modèle. Les lieux d'échange au centre, donc ce que j'ai évoqué, hein, le lieu de culte, la représentation du pouvoir royal, etc. L'université, l'école. Et puis autour, les gens habitent. Alors, pour qu'une ville soit légitime, il faut qu'on ait des trucs à échanger. Donc il faut qu'il y ait une production extérieure. Lyon, sans l'économie mondialisée, ne sert à rien. Paris non plus, du reste. Ne sert à rien. D'accord? Il n'y a rien à échanger, donc on ne sert à rien. Par ailleurs, il faut que les gens puissent manger. Et vous remarquerez que la taille maximale d'une ville, elle varie en fonction des époques.
Dans les époques très anciennes, où les seuls transports disponibles, c'était les charrettes, la voie d'eau et le dos d'homme, eh bien, et où par ailleurs l'agriculture n'était pas très productive, eh bien, la taille maximale de la population urbaine d'une ville donnée, c'était le surplus agricole dégagé par la zone à quelques distances de jours de transport, qui à l'époque était essentiellement du cheval, de la marche, etc. Donc Lutèce faisait 5 000 habitants. Paris, il y a quelques siècles, faisait 200 000 habitants. C'était déjà la plus grosse ville, une des plus grosses villes européennes. Et pour faire une ville à 1 million d'habitants, il faut l'économie mondialisée, les avions, les camions, les bateaux, etc., qui font qu'en quelques jours de transport, vous pouvez faire venir de la nourriture d'à peu près n'importe où et nourrir 1 million de personnes au même endroit. Donc la première définition d'une ville durable, c'est une ville dont la taille est en rapport avec l'abondance énergétique permettant d'acheminer de quoi la nourrir, de quoi la vêtir, de quoi lui fournir les objets de la vie quotidienne, etc. Je vais vous le dire à l'envers, dans un monde sans camions, Lyon et Paris meurent de faim. D'accord? Donc Lyon n'est pas durable. Ce campus ne peut pas être durable dans un monde sans camions aujourd'hui. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, physiquement. La deuxième condition limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les échanges soient suffisamment importants pour que ça justifie de mettre plusieurs dizaines de pourcents de la population affectée à cette fonction d'échange, dont tous les consultants et tous les financiers qui sortiront d'ici, hein, ça fait partie des fonctions d'échange, dans un monde dans lequel les machines ont produit tellement de trucs qu'il y a énormément de choses à échanger. Donc la taille de la ville, ou plus exactement la fraction de la population qui habite en ville, vous vous rendez compte également que c'est une fonction croissante de l'abondance énergétique par personne dans un pays donné. C'est-à-dire, plus il y a d'énergie par personne dans un pays donné, plus la fraction de la population urbaine est importante. C'est pour ça que, par exemple, la Chine s'est urbanisée en même temps qu'elle accédait à l'énergie abondante. Inversement, dans un pays à l'énergie rare, une partie des gens qui habitent en ville aujourd'hui ne serviront économiquement plus à rien dans ce contexte-là. Ils ne serviront plus à rien. Ça veut dire quoi qu'ils ne serviront plus à rien? Ça veut dire qu'ils n'auront plus de revenus ou des revenus très faibles. Donc la ville durable, c'est également une ville dont la taille est en rapport avec la taille générale physique de l'économie. C'est ça, une ville durable. Et aujourd'hui, les villes françaises ne sont pas durables dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique par personne en France serait divisé par 10. Voilà. En gros, quelques propos que je pouvais vous donner en guise d'introduction. Donc c'est pas juste une affaire de, on va faire des bâtiments bien isolés, et cetera. Il y a une fonction de, enfin, comment dire? Il y a une notion d'utilité dans le système productif global qui est en fait le premier facteur qui conditionne l'existence de la ville. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Entrons dans le vif, du sujet. La décroissance est souvent proposée comme une solution pour respecter les limites planétaires. Vous affirmez que la décroissance matérielle est déjà là. Cette décroissance, est-ce qu'il faut l'encourager, l'accélérer ou plutôt viser ce que certains appellent une croissance verte? Et est-ce que vous pourriez commencer par définir ce qu'est la décroissance? Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de croissance verte. Parce que ça va un peu cadrer la discussion. La croissance aujourd'hui, on l'entend comme étant la croissance économique. Et la croissance économique, alors je ne sais pas si vous êtes déjà, au moment de cette rentrée, familier avec les notions d'inflation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les notions d'inflation. D'accord, vous savez. Donc, la croissance, si on calcule correctement l'inflation, mais c'est une gageure dans notre pays dans lequel vous avez quasiment 1 milliard d'objets différents disponibles à la vente pour le consommateur final. Donc, en fait, on ne calcule pas correctement l'inflation, c'est devenu impossible matériellement. On calcule une approximation, mais l'inflation exacte, on ne peut pas la calculer. Eh bien, si on tient compte de l'inflation, la croissance économique va normalement de pair avec ce qu'on appelle la croissance en volume, c'est-à-dire une augmentation chaque année de la quantité de chaussures produites, de voitures produites, de tables et de chaises produites et d'heures de médecins qui vous consultent. D'accord? Ou d'heures d'enseignement, enfin, voilà, c'est des notions physiques derrière, hein. On va trouver des mètres carrés, des tonnes, des heures, des trucs physiques. Il se trouve que produire tout ça, c'est transformer des ressources naturelles. Produire vos vêtements, les miens, produire ce canapé, cette table, ce verre, produire le bâtiment dans lequel nous sommes, produire le vélo qui m'a amené, produire le train dans lequel je suis venu, et cetera. Tout ça, c'est des transformations de ressources naturelles. La physique vous dit que dès lors que vous transformez,
ou plus exactement, dès lors que vous transformez quelque chose de peu organisé en quelque chose de plus organisé, parce que pour faire cette table, on a pris quelque chose qui était un tronc à l'état brut, et puis on en a fait quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué, un objet qui a une forme particulière. Pour prendre ce verre, on a pris du sable et du carbonate de calcium, qui sont des ressources dans lesquelles c'est compliqué de mettre de l'eau pour la boire, et on en a fait un objet plus élaboré. Donc quand on fait de la production, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ressources naturelles et on les organise d'une manière qui est plus sophistiquée que leur état brut. Rendre les choses plus sophistiquées, plus organisées, en physique, ça porte un nom, ça s'appelle baisser l'entropie. Ça rend les choses plus organisées. Et il y a un grand principe en thermodynamique qui vous dit que l'entropie globale dans un système clos ne peut que croître. Donc à partir du moment où vous diminuez l'entropie dans le système organisé de l'économie humaine, ça veut dire qu'à l'extérieur de ce système, vous l'augmentez encore plus que ce que vous l'avez diminué à l'intérieur du système. Or, l'entropie, c'est la définition du désordre en physique. D'accord ? Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que la physique impose qu'à partir du moment où vous faites une économie humaine organisée de plus en plus grosse, vous augmentez à l'extérieur de cette économie le désordre de manière inexorable. Et augmenter le désordre, ça s'appelle polluer. D'accord ? Ça s'appelle rendre à l'extérieur précisément des choses qui étaient organisées moins organisées. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'êtres vivants élaborés, ça veut dire qu'il y a moins, etc. Ça veut dire que les actifs naturels se dégradent. Donc la croissance verte, stricto sensu, au sens où on pourrait faire croître une économie humaine organisée en étant vert, c'est-à-dire corrélativement en diminuant le désordre à l'extérieur de cette économie, c'est physiquement impossible. D'accord ? Alors les physiciens vous diront, oui, mais la Terre n'est pas un système clos, la Terre est un système ouvert qui communique avec l'espace, ce qui est tout à fait vrai, en recevant de l'énergie du Soleil, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que, en fait, la vitesse à laquelle la Terre peut exporter dans l'espace, via le rayonnement infrarouge, le désordre supplémentaire qu'on crée en dehors du système humain, ça ne va pas assez vite pour éviter que l'environnement se dégrade, pour le dire autrement. Donc en fait, penser qu'on va pouvoir faire croître le système humain organisé en faisant décroître à l'extérieur de ce système les pollutions de toute nature, on peut les substituer. On peut en diminuer une au prix d'une augmentation d'autres. Mais penser qu'on va toutes les diminuer en même temps, ça ne marche pas. La seule façon de faire ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de diminuer la population humaine. Voilà, sinon, physiquement, ça ne marche pas. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai de solution simple pour ça. Je ne suis même pas sûr d'avoir une solution complexe. Mais voilà, donc la croissance verte, en fait, ne fonctionne pas. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous dis derrière ? Je vous dis que 2 choses. La première, c'est que si on veut préserver l'environnement, une forme de décroissance physique est inexorable. Je dis bien physique, hein. Donc il va falloir se résoudre à avoir moins de mètres carrés, moins de voitures, moins de tables, moins de chaises, moins d'abonnements Netflix, moins de smartphones et moins de correction automatique des photos sur le smartphone, voilà. Et donc la bonne question, c'est: est-ce que c'est grave ou pas grave ? Comment est-ce qu'on l'organise? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens dans cette salle à qui on va faire des offres pour qu'ils vendent plus de shampoing et plus de crédits immobiliers? Voilà, donc ça c'est une question qui est posée. Ou qu'ils deviennent consultants pour conseiller des gens qui vendront plus de shampoing et plus de crédits immobiliers, c'est exactement pareil. La deuxième question que ça pose, c'est: est-ce qu'on peut éviter, d'accord, on dit très bien, bon, bah, en fait, le degré de désordre dans le monde environnant, on va s'en accommoder et puis on peut encore l'augmenter très fortement et très longtemps pendant, etc. Et là, les simulations physiques qui ont été faites depuis, on va dire, les travaux de Meadows en 1972, les Belges sont plus logiques que nous. Donc en 1972, et à suivre derrière tous les travaux qui ont pu être faits sur le système économique vu sous un angle physique, montrent qu'on ne passera pas le 21e siècle sans être rattrapé par la déplétion des ressources ou les dommages environnementaux qui feront que le système s'effondrera sur lui-même. D'accord ? Donc en fait, la bonne question à partir de maintenant, c'est: est-ce qu'on le gère ou est-ce qu'on le subit? Et en fait, si vous regardez bien, en Europe, on est déjà en train de le subir. Alors je vais commencer à dire une première horreur. Vous, dans cette salle, qui êtes pour l'essentiel des CSP+, ou issus de familles CSP+, vous vous en rendez pas compte, parce que dans votre vie quotidienne, parce que votre vie à vous bénéficie d'un phénomène qui prend place en même temps que la contraction globale de l'économie physique en Europe, qui est l'accroissement des inégalités. Donc cet accroissement des inégalités, dont je bénéficie aussi, compense, pour l'essentiel des gens dans cette salle, le fait que par ailleurs, l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter.
Alors comment est-ce que ça se voit que l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter? En regardant des indicateurs physiques. Et il y en a 2 que moi je surveille depuis assez longtemps, qui sont les tonnes chargées dans les camions. Il se trouve que toutes les marchandises qu'on achète dans ce pays, comme en Europe, elles sont passées par un camion à un moment ou à un autre. Donc vous regardez les tonnes chargées dans les camions, et les tonnes chargées dans les camions sont passées par un maximum en Europe en 2007. Si vous regardez les mètres carrés construits dans l'année, qui est un deuxième élément qui caractérise l'économie physique, le maximum en Europe, c'était en 2007. Et si vous regardez même les journées skieurs, pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance, comme 4% des Français dans l'année, je vous rappelle, hein, c'est pas beaucoup, d'aller au ski l'hiver, puisque vous n'en êtes pas très loin, les journées skieurs sont passées par un maximum en France en 2007. Bon. Alors, non, ça c'est juste une coïncidence à mon avis. Pourquoi 2007? Eh bien, c'est en 2007 que l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique. Donc, la capacité à créer des flux physiques, elle est passée par un maximum domestique, hein, je ne parle pas des importations, est passée par un maximum en Europe en 2007. Et depuis 2007, l'économie physique européenne, pour regarder la production industrielle également, etc., a globalement tendance à baisser. Voilà. Mais j'insiste, les gens dans cette salle, dont je fais partie, qui bénéficient notamment des produits de la mondialisation, hein, je vous rappelle que tous les gens qui, dans cette salle, se deviendront consultants et financiers seront, comme moi, des supplétifs de la mondialisation. D'accord? Sans mondialisation, vous n'auriez pas de métier. Eh bien, oui, c'est une réalité, hein. Eh bien, vous bénéficiez de l'accroissement des inégalités, ou vos familles bénéficient de l'accroissement des inégalités, heu, globalement, hein, encore une fois. Et donc, ça compense, ce que je viens d'évoquer. Par contre, l'augmentation du nombre de tentes sous le pont que j'ai traversé à vélo là-bas tout à l'heure, vous atteste de quelque chose qui va dans le sens inverse. Voilà, donc cette décroissance, pour moi, elle est déjà là. Et le fait qu'on ne comprenne pas qu'elle est déjà là, qu'on s'évertue à faire des promesses qui vont dans l'autre sens, qui ne peuvent pas se réaliser, et qu'on n'en prenne pas acte, est un des éléments qui traversent les divers pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et qui explique pourquoi est-ce qu'on observe des conséquences politiques voisines dans tous ces pays. Donc en France, vous vous souvenez du résultat des élections européennes il n'y a pas très longtemps, et de la dissolution de l'Assemblée à suivre, qui a engendré maintenant une situation un tout petit peu, on va dire, inattendue ou inédite dans notre 5e République. Mais il y a des élections qui viennent d'avoir lieu dans 2 Länder en Allemagne, qui ont produit des résultats exactement voisins, c'est-à-dire que les partis dits d'extrême droite sont arrivés en tête, ou quasiment en tête. Vous avez eu un phénomène pas très éloigné en Grande-Bretagne avec le Brexit il y a pas très longtemps. Vous avez l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie, et en fait, tous ces phénomènes, ils ont la cause commune de pays où les gens qui avaient ont désormais un peu moins, notamment les classes moyennes, et personne ne leur explique que c'est malheureusement quelque chose qui est la conséquence d'une évolution physique déjà à l'œuvre. Et un certain nombre de personnes qui étaient en place au moment où cette évolution a eu lieu, leur expliquent que c'est la faute du voisin, que et cetera. Mais en fait, bon, les gens réagissent d'une façon qui est celle avec laquelle ils réagissent. Et donc on constate que la réaction politique est un peu partout la même, dans tous les divers pays. Donc mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il reste à inventer, et c'est pas simple. J'insiste sur le fait que c'est pas simple, une construction sociale dans laquelle il n'y ait pas la tentation, de tout casser, j'ai envie de dire, dans un monde dans lequel il y a globalement quand même moins à se partager sur le plan physique. Et quand je dis moins, c'est de moins en moins à se partager sur le plan physique. Et c'est ça la question qui est posée, et c'est ça la question à laquelle je vous invite à réfléchir, parce que ça vous concerne un peu aussi. Mais donc, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. On comprend qu'il y a bien des inégalités qui augmentent, entre nous, et que nous, on s'en rend pas encore vraiment compte. Comment est-ce qu'on va pouvoir limiter, très rapidement, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, les effets négatifs de la décroissance? Puisqu'ils arrivent, ils sont déjà là, et si pour nous, ça se résume juste à avoir un abonnement Netflix en moins, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Comment est-ce qu'on va limiter au niveau de la société, les effets, négatifs de la décroissance? Avec une construction politique correspondante, puisque la gestion de nos affaires communes relève de ce qu'on appelle classiquement la politique.
Alors cette politique, elle s'incarne dans les lois, règlements, décrets, et autres choses de cette nature. Vous ferez probablement un peu de droit dans cette école, donc vous apprendrez en plus que ça se décide à des échelons très divers, hein, de la municipalité jusqu'à l'Europe, voire jusqu'à des traités. Ce qui peut se passer avant que ça ne s'incarne dans le champ politique, c'est de s'en emparer dans la société civile, en expérimentant des choses qui, à petite échelle, semblent pertinentes, généralisables, utiles, et cetera, dans un monde dans lequel, comme je viens de le dire, il faudra se partager moins et pas plus. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai rien dit et tout dit. Non, mais voilà, je vous ai rien dit et tout dit, c'est un peu comme si vous arrivez chez le psy et vous dites: «Je suis pas heureux, dites-moi comment être heureux». Bah oui, OK, vous avez rien dit et tout dit, quoi, voilà, bon. Bah, là, c'est un peu pareil. Mais en gros, quand je vous dis ça, je vous dis quand même beaucoup parce qu'aujourd'hui, le cahier des charges dans lequel implicitement à peu près tout le monde s'inscrit quand il s'agit de faire des projets pour l'avenir, c'est un cahier des charges dans lequel le monde est pas très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et en particulier, bah, je vais vous donner un exemple, qui parmi les élèves de cette école trouverait normal d'être payé de moins en moins au fil des années? Voilà, bah, la décroissance, ça veut dire ça quand même, hein, en pratique. Voilà, je peux vous poser d'autres questions, mais vous voyez bien que donc une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit et rien dit, il reste à inventer le système dans lequel ça flotte. On entend parfois que l'innovation est notre meilleur espoir pour lutter contre le dérèglement climatique. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Alors c'est pas un optimisme, c'est une réalité. L'innovation, c'est faire les choses différemment. Mais enfin, vous pouvez dire que quelqu'un qui n'habite plus chez lui, dans une maison en dur et qui habite dans une tente sous le pont qui est là-bas, il a innové, hein, d'accord? Bah oui, il a innové. Bon. Donc, l'innovation, tout le monde, s'en fait l'idée que c'est nécessairement je garde tout ce que j'ai, plus je rajoute d'autres trucs qui font que j'ai réglé des problèmes. Bah, c'est pas nécessairement ça l'innovation, hein. Donc si on prend l'innovation au pied de la lettre, qui est faire les choses différemment, ça oui, il va y avoir plein d'innovations dans le monde de demain. Si on utilise une formule qui est souvent restrictive, en fait très proche de la croissance verte, de l'innovation qui est, je trouve des gimmicks techniques, qui font que, l'organisation sociale globale n'a pas à changer et je me débrouille, pour que mes innovations techniques me permettent de résoudre mes problèmes, ça je vous dis: «Non, malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça ou ça ne va pas se passer que comme ça». Donc on ait besoin d'innovation technique, il y a, j'ai pas le moindre doute là-dessus. Par contre, de penser, parce que c'est souvent ça le fond qui va derrière, que, l'innovation technique, elle est autoréalisatrice d'une amélioration du sort global de l'humanité. Ça a été vrai tant qu'on était 1 milliard et que l'innovation technique, nous a amené la machine à laver. Ça devient beaucoup moins vrai, maintenant qu'on est 8 milliards et que l'innovation technique nous amène, l'intelligence artificielle pour s'abuser avec ChatGPT, les voyages dans l'espace de monsieur Bezos ou je sais pas quoi. Donc en fait, l'innovation technique, elle n'a pas de morale. Elle est totalement amorale au sens premier du terme, elle n'a pas de morale. Donc dire, «Laissez les ingénieurs ingénierer et tout va bien se passer», non, malheureusement ça peut pas se passer comme ça. Nous voudrions maintenant parler du mix énergétique qui va avoir lieu dans le futur, enfin qui existe déjà et en fait, on voudrait parler de la part du renouvelable et du nucléaire dans ce futur mix énergétique. Puisque, on le sait, l'éolien, par exemple, consomme beaucoup plus de métaux que le nucléaire, vous l'avez déjà dit, pour produire 1 kWh d'énergie. Mais on peut avoir d'autres unités de grandeur, comme le taux de retour énergétique, qui est, vous me corrigez si je donne pas le bon rapport, mais l'énergie délivrée par rapport à l'énergie investie pour produire, 1 kWh d'énergie. Et ce taux de retour énergétique n'est pas forcément tout le temps en faveur, enfin, en faveur totale du nucléaire. Quelle bonne unité de mesure choisir et comment sera le mix énergétique pour vous plus tard? Alors là encore, c'est comme pour la croissance, il faut procéder par élimination. Le premier élément du cahier des charges d'un bon mix énergétique, j'ai envie de dire durable, quelques siècles, ouais, c'est de se débarrasser des combustibles fossiles, puisque les combustibles fossiles ont 2 caractéristiques aujourd'hui. Comme il faut de 50 à 300 millions d'années pour les former, l'utilisation se fait fatalement à un rythme qui est très supérieur à celui de leur formation. Il y a du pétrole qui se forme en continu, hein, voilà, il y a toujours tous les ans, il y a un peu de plancton,
qui tombe sur le plancher océanique, un peu de plancton mort, et qui finira par donner du pétrole dans quelques dizaines de millions d'années. Mais c'est lent. Et par ailleurs, leur déstockage conduit au réchauffement climatique. Donc un système énergétique optimal est un système dans lequel on s'est débarrassé des énergies fossiles. Alors du coup, il reste 2 alternatives, les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors les énergies renouvelables, dans un monde dans lequel il n'y a plus d'énergie fossile, vous et moi, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une éolienne, vous avez besoin de charbon, vous avez besoin de pétrole et vous avez besoin de gaz. Enfin, vous avez besoin. Vous utilisez du charbon, du pétrole et du gaz. L'éolienne de l'ancien temps, on sait ce que c'est, hein. C'est le moulin construit en pierre avec un cadre, des ailes en bois et dessus de la toile en lin. Donc on sait très bien ce que c'est l'éolienne de l'ancien temps. Ça n'a pas exactement l'efficacité de l'éolienne moderne, bourrée d'électronique, fabriquée avec de l'électricité au charbon, extraite avec des engins de mine qui fonctionnent au pétrole, fabriqués eux-mêmes en acier qui utilisent du charbon, enfin bon bref. Donc aujourd'hui, l'intrication des énergies, l'imbrication des énergies fait que personne n'est capable de vous donner le taux de retour énergétique, le coût et la quantité qu'on pourrait avoir d'éoliennes, de panneaux solaires ou de réacteurs nucléaires, incidemment, dans un monde dans lequel il n'y aurait plus d'énergie fossile. Et ça, c'est une des grandes difficultés conceptuelles qu'il y a à imaginer un système à l'équilibre. Alors ça, ce que je viens de vous dire n'empêche pas de partir dans une direction donnée. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer, de toute façon, ça c'est très clair. Plutôt que de cramer en direct le pétrole, il vaut mieux avec le pétrole construire des éoliennes et des réacteurs nucléaires. Ça c'est très clair. Mais par contre, si on pose la question du système optimal à terme, à un moment, on commence à tomber sur des éléments de rupture dont on ne sait pas du tout ce que ça signifie de les franchir, hein. Et encore une fois, le monde 100% renouvelable, c'est le monde dont on sort. Ah oui, c'est le monde dont on sort. Dans le monde 100% renouvelable, le M-ion n'existait pas. Parce que dans le monde 100% renouvelable, l'énergie était disponible en quantité limitée, peu efficace. Il n'y avait pas de mondialisation, donc il n'y avait pas besoin des managers de la mondialisation. Donc vous n'aviez pas besoin d'être là. Voilà. Vous êtes des enfants de l'énergie fossile, jusqu'au cou, comme moi du reste, hein. Mais il faut bien comprendre ça, hein. Donc le système sans énergie fossile, j'insiste, c'est très difficile de savoir ce qu'on peut faire comme éolienne et comme réacteur nucléaire. Mais peu importe, admettons qu'on les fasse. Donc vous avez, les énergies renouvelables et vous avez le nucléaire, ou plus exactement les manières d'exploiter l'énergie nucléaire, parce qu'il n'y en a pas qu'une. L'arbitrage entre les 2 est une affaire qui fait intervenir plein de paramètres. La géographie, par exemple, en Norvège, vous avez une énergie renouvelable concurrentielle imbattable qui est l'hydroélectricité. Donc les Norvégiens ne se sont jamais emmerdés, qui sont des ingénieurs, hein. Ils font du pétrole, ça ne les ennuie pas du tout. Ils ne se sont jamais emmerdés à faire de l'énergie nucléaire. Ça n'a aucun intérêt pour eux. La Belgique, qui est un plat pays avec assez peu de barrages et assez peu de forêts par habitant, elle a fait du nucléaire parce que pour faire du décarboné de manière significative, c'était une bonne option. Du reste, ça s'est prouvé que c'était une bonne option. Il y a une affaire d'arbitrage compliquée dans le nucléaire, entre le risque de l'objet et le risque de ne pas avoir l'objet. Je m'explique. Si vous mettez trop de ceintures et de bretelles en disant, quand on construit un objet, il faut vraiment qu'il soit capable de parer à absolument toutes les éventualités qu'on pourrait rencontrer. Du coup, vous faites un bousin monstrueusement compliqué. Le PR, c'est un de ses problèmes. Que vous mettez 3 fois plus de temps à construire, 4 fois plus d'argent à construire, etc. Et donc, en ayant voulu éliminer le risque de l'objet, pardon, le risque que l'objet défaille, vous augmentez considérablement le risque de ne pas avoir l'objet. Parce que ça va prendre trop de temps, coûter trop cher, etc. L'éolien et le solaire, ils ont une caractéristique que n'a pas l'hydroélectricité, qui est de ne pas être pilotable. C'est-à-dire qu'il y a de l'électricité solaire quand le soleil brille, etc. Alors, il y a des cas de figure dans lesquels c'est pas gênant du tout. Par exemple, si vous voulez alimenter de la climatisation au solaire, ça tombe bien, il fait chaud quand il y a du soleil et vous avez besoin de clim quand il fait chaud. Donc vous faites de l'électricité solaire pour alimenter la clim, tout va bien. Et puis il y a des cas de figure dans lesquels ça fonctionne moins bien. Si vous voulez utiliser l'électricité solaire pour faire fonctionner des radiateurs électriques, ça marche moins bien parce que les radiateurs électriques, vous en avez besoin l'hiver et il y a du soleil l'été. Bon. Et stocker de l'électricité 6 mois sur batterie, ça marche pas. Il faut trop de batterie. Donc les énergies renouvelables, vous ne pouvez pas les traiter de manière homogène. Et vous êtes obligé d'être renvoyé à des calculs quantitatifs sur le mix idéal, en fonction des caractéristiques géographiques. Quand vous êtes dans le désert australien, loin de toute source d'eau,
c'est mieux de faire du solaire que du nucléaire, à l'évidence. Quand vous êtes en bord de mer en Finlande, c'est beaucoup mieux de faire l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de soleil en Finlande, même s'il y a beaucoup de forêts. Donc vous avez des arbitrages à faire qui dépendent beaucoup de tout un tas de caractéristiques et il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Donc vous avez, c'est comme dans un jeu de cartes, hein, vous avez 10 cartes dans votre main et en fonction de là où vous êtes, des caractéristiques locales, etc., vous en abattez certaines et pas d'autres. Dans tous les cas de figure, quelque chose qui va vous faciliter la vie est de diminuer la quantité d'énergie dont vous avez besoin. Parce que une des choses dont je suis personnellement persuadé, et c'est une conviction, c'est qu'en quelques décennies, nous ne pourrons pas, un pour un, substituer charbon, gaz et pétrole par un mixte renouvelable nucléaire. Nous n'y arriverons pas en quelques décennies, au surplus avec la difficulté que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est qu'à un moment ou à un autre, fabriquer des dispositifs décarbonés, renouvelables ou nucléaires sans énergie fossile va s'avérer de plus en plus difficile. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la totalité de l'économie mondiale est dépendante de la marine marchande. D'accord ? La marine marchande, c'est quelques dizaines de milliers de bateaux de fort tonnage qui assurent les échanges internationaux. Cette marine marchande, c'est des bateaux qui, aujourd'hui, font des centaines de milliers de tonnes. Centaines de milliers de tonnes. Pour vous donner une idée, les clippers de l'ancien temps, ils étaient aux alentours du millier de tonnes de marchandises embarquées. Hein, un millier de tonnes aujourd'hui. La capacité de la marine marchande aujourd'hui, elle est 100 fois supérieure à celle de la marine à voile de 1850, en tonnage. Il est donc strictement impossible de faire revenir le porte-conteneur de 20 000 conteneurs ou le minéralier capsize à la voile. C'est juste impossible. Ça n'est pas possible. La seule option de décarbonation de la marine marchande, ça serait des réacteurs nucléaires. On sait faire des réacteurs nucléaires qui propulsent des bateaux, hein. On fait ça sur des sous-marins, on fait ça sur des porte-avions, on fait ça sur des brise-glaces. Ça ne pose techniquement strictement aucun problème. Mais je ne crois pas une seconde qu'en quelques décennies, on va nucléariser 20 à 30 000 bateaux et construire dans les ports les infrastructures de maintenance pour des réacteurs nucléaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec les infrastructures de maintenance pour des moteurs diesel. Donc je ne pense pas que ça va arriver. Dans un monde sans pétrole, vous perdez donc une large partie de la marine marchande. Comment vous faites pour fabriquer des éoliennes dans lesquelles vous avez 50 métaux différents? Comment vous faites pour fabriquer des réacteurs nucléaires dans lesquels vous avez 50 métaux différents, etc. Donc vous voyez, et en fait ça renvoie un peu aux travaux qu'on fait dans le cadre de IF Initiative et qui alimentent la chaire dont il a été question tout à l'heure, la chaire Carbone 4 EM Lyon, stratégie en anthropocène. Il y a cette question de l'interdépendance qui est posée. Et aujourd'hui, les ingénieurs ont un gros défaut, j'en fais partie, hein, les managers ont un gros défaut aussi, le même, c'est qu'ils raisonnent toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils regardent l'évolution possible dans un secteur, ils imaginent les ruptures dans leur secteur en imaginant que le reste du monde continue à fonctionner pareil. Ce qui est évidemment une erreur de raisonnement grossière. Dans le même temps qu'on imagine la modification profonde du système énergétique, il y aura une modification profonde de l'agriculture, de la marine marchande, des camions. Et quand je dis modification profonde, ça peut être un défaut de capacité très significatif. Et aujourd'hui, les gens qui savent raisonner avec des systèmes intégrés dans lesquels on met tout ensemble, il y en a extrêmement peu. Et, si je peux me permettre une petite critique, très rarement les managers qui sortent d'école de commerce. Non, j'ai rien dit. Et donc, on a, Les autres aussi, rassurez-vous. vous l'avez mentionné, le pétrole est au cœur de notre système de transport et notre économie est complètement dépendante à ce système de transport. Alors, est-ce que vous avez des solutions ou des idées pour repenser nos villes, nos systèmes de transport, pour les rendre plus durables? La première chose qu'il va falloir faire, mais c'est plus vite dit que fait, c'est les faire dégonfler. Je fais partie des gens qui pensent que... je vais raconter une anecdote. Un jour, dans une commission d'enquête sénatoriale, il y a un sénateur qui se précipite sur moi et qui me dit: «Il faut que je vous remercie». Je lui dis: «Ah bon, pourquoi?» Il se trouve que le sénateur en question était le maire de Cahors, et il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire, dans un monde durable, la ville idéale, c'est Cahors. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est une ville qui fait 20 000 personnes, et qui a des frontières extrêmement nettes avec la campagne environnante pour une raison très simple, c'est la géographie. C'est-à-dire que c'est limité par une boucle de rivières, voilà.
Et en fait, ça correspond à la ville durable de l'ancien temps, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pas trop grosse, de telle sorte que son hinterland nécessaire à son approvisionnement soit pas trop gros lui-même, et donc on puisse la faire vivre avec des transports en quantité réduite. C'est le principe du local. Alors à l'époque, le local avait du sens parce que les gens, ils s'habillaient avec, de la laine de mouton, du bois pour faire les sabots, de la paille qui venait, et cetera. Aujourd'hui, vous vous habillez avec de la mondialisation. Moi aussi, hein. Ce coton, c'est de la mondialisation, il y en a pas en France. Mes chaussettes sont en synthétique, c'est du pétrole, il y en a pas en France. Enfin, bon, vous êtes tous, mes lunettes, c'est pareil, c'est de la mondialisation. Enfin, on est tous, les verres de vos lunettes, ils ont été, fabriqués, je sais pas où, à Taïwan, en Chine, machin, façonnés ailleurs, enfin bon bref. Donc en fait, aujourd'hui, la notion d'approvisionnement local, elle n'existe plus. Elle n'existe quasiment plus. Même quand vous achetez un paquet de pâtes, vous achetez de la mondialisation. Parce que le blé dur qui a permis de fabriquer les pâtes, il a poussé avec des engrais. Les engrais sont fabriqués avec du gaz qui a été extrait je sais pas où. Il y a un tracteur qui est passé dans le champ. Le tracteur a été fait avec de l'acier. L'acier, c'est du minerai de fer qui vient du Brésil ou de l'Australie. Enfin bon, bref, donc enfin, même un paquet de pâtes, ça peut pas être local, quoi. Ça n'existe pas. Et même si le paysan a utilisé un tracteur pour récolter des pommes, les pommes sont pas locales. Au sens où lui-même est dépendant de quelque chose qui est pas local du tout pour faire les pommes. Donc je dis pas qu'on ne peut pas réduire les flux, je dis juste que il y a cette interdépendance aujourd'hui qui existe. Et donc, la ville durable est une ville dans laquelle on revient à quelque chose qui est plus compact et plus petit, parce que ça permet de la faire survivre dans un monde dans lequel les flux physiques diminuent. Voilà, c'est la première caractéristique de la ville durable. Heu, Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans un monde dans lequel le pétrole baisserait de manière subie? Bah, il va se passer une partie de l'évolution que je viens d'évoquer. Alors pour le moment, c'est déjà le cas. Il faut savoir qu'à date, le maximum historique de la production mondiale de pétrole, c'était 2018. Un an avant le covid, hein. C'était pas 2020, c'était même pas 2019, c'était 2018, le maximum historique. Depuis, la production, elle est légèrement inférieure et les travaux qu'on a fait au Shift Project nous montrent que d'ici à 2050, ça devrait très fortement diminuer, environ d'un facteur 2, sous seule contrainte géologique. Je dis bien sous seule contrainte géologique. Je ne parle pas des contraintes climatiques, c'est juste que comme il faut 50 à 300 millions d'années pour faire du pétrole, bah, le pétrole, quand on le pompe du sous-sol, s'épuise, et à un moment, il y en a moins et quand il y en a moins, vous en pompez moins. C'est un peu comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans un monde dans lequel, on n'anticipe pas ça? On continue à faire grossir les villes et cetera. Bah, il se passe l'extrême droite au pouvoir, je pense. C'est-à-dire qu'on crée une déshérence économique croissante, dans une frange croissante de la population et en particulier des anciennes classes moyennes qui verront leurs conditions baisser, jusqu'au moment où socialement ça pètera. Voilà, c'est comme ça que je alors, et ça pètera socialement avant qu'on n'ait plus rien à manger. Ça me paraît absolument évident aussi. Heu Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Il y a en tout cas un moyen, j'ai envie de dire, d'affronter la situation plutôt que de la laisser filer. Pour revenir sur ce que je viens de vous dire, je vous rappelle que les élections ne sont passées qu'il y a 3 mois, que la prochaine dissolution de l'Assemblée, ça sera peut-être dans 9. Non, non, je vous rappelle, et que la constitution de l'électorat ne change pas en 9 mois. Ça ne change pas en 9 mois. Ça change en 5 ou 20 ans. Et ça change parce qu'on souhaite que ça change, ça ne change pas en 9 mois, hein. Heu, donc le donc pour en revenir à ce que je disais, c'est évident qu'une évolution non comprise, qui rend la vie de plus en plus désagréable pour un nombre croissant de gens, même si ça reste très agréable par rapport à ce qu'était la vie d'un paysan français du XVIIIe siècle, d'accord? Même si parce que, les personnes qui sont dans leur tente sous le pont là-bas ont quand même une espérance de vie supérieure à celle d'un paysan français du XVIIIe siècle, hein. Bon, et oui, c'est pas du tout comme ça qu'elle voit la situation, à juste titre, quand elle voit ce qui se passe autour d'elle, et le fait de ne pas se préoccuper de la situation, ça nous amènera, à mon avis, des désagréments, politiques et sociaux, très significatifs avant qu'on meure tous de faim. Je pense que c'est ça la 1re manifestation qui va se produire. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Oui, bien sûr.
Ce qu'on a fait, par exemple, au Shift Project, alors c'est une ébauche, c'est une tentative, hein, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va dire, on part de l'hypothèse qu'on a 5 de combustibles fossiles en moins chaque année et est-ce qu'on est capable de proposer une organisation qui flotte à peu près, et qu'on ce qu'on appelle boucler, c'est-à-dire on vérifie que le truc est cohérent, qu'il tient ensemble et pour le fret, on a notamment fait ça. Et donc, on a imaginé un mélange de moins de marchandises. Donc, je suis désolé, messieurs et mesdames, vous achèterez moins de vêtements sur Internet, vous achèterez moins de, voilà, moins de marchandises. Et vous porterez, la garde-robe sera moins complète et vous porterez vos chaussures plus longtemps. Et un mélange d'électrification des camions, de trains, de cyclo-logistique, de bateaux. Enfin, quand on fait un mélange de tous ces trucs-là, on se rend compte qu'on peut arriver à quelque chose qui flotte, à peu près. Ça se planifie, ça s'anticipe. On n'y arrivera sûrement pas en une semaine, c'est évident. On n'y arrivera même pas en 5 ans. Et aujourd'hui, or, l'ennemi mortel de la planification, c'est l'insécurité et la volatilité. Donc le grand paradoxe ou directement l'ennemi mortel de cette histoire, c'est parce qu'on ne comprend pas le climat, politique et le climat social devient de plus en plus instable. Donc du coup, on planifie de moins en moins et puis après le truc, s'auto-entretient. Voilà, donc on peut faire des choses, mais j'ai envie de dire le premier élément du cahier des charges, c'est d'arriver à accepter, c'est de pas faire de déni de réalité, quoi. C'est d'accepter, la situation telle qu'elle est et c'est pas facile. Justement, puisque vous parlez de politique, avec le Shift Project, dont vous êtes le cofondateur, vous avez organisé, au cours pour les dernières élections européennes, une audition, avec tous les différents partis. Cependant, vous aviez déjà répété plusieurs fois que, votre cible au Shift Project, c'était pas les politiques, mais plus la société civile. Dans ce cas, pouvez-vous dans un premier temps rappeler pourquoi vous dissociez, ces objectifs et donc de cibler, la société civile? Et ensuite, pourquoi avoir organisé ce débat, au sein du Shift Project? Alors tant que nous serons en démocratie et pour continuer dans les choses désagréables, c'est pas garanti pour l'éternité. Je vous rappelle que c'est une construction politique très récente, la démocratie, au regard de l'âge de l'humanité, hein. Homo sapiens sapiens a à peu près 20 000 ans. La sédentarisation de notre espèce a à peu près 10 000 ans. La démocratie, ça a à peu près 2 siècles. On ne peut pas considérer que la démocratie athénienne ou romaine, qui était une poignée de privilégiés assis sur une armée d'esclaves, était vraiment une démocratie. D'accord? C'était une démocratie au sein des privilégiés, en très petit nombre. La démocratie de masse, celle que nous avons actuellement dans notre pays, où chaque citoyen a le droit de vote, sauf les gens qui sont privés, sous tutelle ou je sais pas quoi, c'est-à-dire une toute petite minorité, c'est quelque chose de très récent. Et incidemment, c'est arrivé dans les périodes d'abondance que nous a permis l'énergie, pardon. Donc, tant que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un système remontant. Vous aurez probablement ici un certain nombre d'interventions de gens qui travaillent en entreprise. Alors une entreprise, je connais un tout petit peu puisque j'en ai une. Vous dites exactement, j'en co-dirige une. C'est un système qui est quand même une petite dictature, une entreprise. Les gens qui rentrent à Carbone 4, ils sont priés de faire le conseil que fait Carbone 4 ou de vendre les produits financiers que fait, enfin, ou exactement les données que fait Carbone 4 Finance. Ils ne sont pas embauchés pour cultiver des carottes ou coudre des vêtements. D'accord? Donc, s'ils cultivent des carottes ou ils cousent des vêtements sur leurs heures de travail, on les fiche dehors. Bon, c'est sympa, on ne fait pas ça tout de suite, mais donc voilà, c'est une entreprise, c'est quand même un endroit dans lequel vous avez un chef, un vrai chef, ou une chef, une vraie chef, avec des règles à respecter. Puis si vous ne les respectez pas, il y a une sanction. Dans notre vie civile, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est l'exact inverse. C'est-à-dire que Macron, il est certes notre chef, mais il est encore plus notre obligé. C'est-à-dire qu'au moment où il y a ce concours de beauté qui s'appelle l'élection, les candidats vous demandent ce dont vous avez envie en vous disant: «On va faire ça». Du reste, l'archétype de cette méthode, c'était Ségolène Royal qui avait fait son site La Désir d'avenir où en gros elle avait dit aux gens: «Faites-moi mon programme». C'est à peu près ça «Dites-moi ce que vous voulez, puis c'est ça que je vais vous promettre». Et les promesses électorales ne sont pas du tout faites en fonction, enfin ne sont pas uniquement faites ou partiellement faites en fonction du réalisme physique. Elles sont faites d'abord en fonction des désirs de l'électorat. Ce qui veut dire qu'en démocratie, ma conviction, c'est que ce qui est important, c'est de convaincre l'électorat. C'est pour ça que le Shift Project, il a été créé pour parler à l'électorat. Alors, comme on ne peut pas parler à tout le monde dans l'électorat, c'est juste pas possible,
parce qu'en France, il y a 40 millions d'électeurs, pas assez nombreux pour parler à tout le monde dans l'électorat. On a décidé de se concentrer sur une fraction de l'électorat qui elle-même a la capacité d'entraîner une autre partie de l'électorat, qui est ce qu'on appelle les corps intermédiaires ou les décideurs des corps intermédiaires. Donc le public qu'on s'est choisi au Shift Project, c'est les gens qui, dans la société civile, ont une importance ou une audience propre. Donc c'est le monde économique, c'est le monde académique, c'est éventuellement le monde religieux, c'est, et dans le monde académique, il y a le monde de la recherche, hein, c'est le monde associatif. Voilà. Donc c'est les gens qui ont eux-mêmes une audience propre, parce que si on arrive à convaincre un dirigeant d'association que tel sujet est important ou qu'il a une manière de s'y prendre, etc., si on arrive à convaincre une profession que notre sujet est intéressant et qu'elle a une manière de s'en emparer, etc., eh bien, on crée dans la société civile le début d'un consensus qui, derrière, débouchera peut-être sur le fait qu'on retrouvera ce consensus dans les constructions politiques. Et la seule chose qui survit aux alternances électorales, c'est les consensus. C'est la seule chose qui survit. Par exemple, il y a un consensus dans ce pays sur le fait qu'on paye des impôts. Alors après, les gens peuvent s'engueuler en disant ça serait bien d'en payer plus, ça serait bien d'en payer moins. Personne ne propose de supprimer totalement l'impôt. Enfin, aussi, il doit y avoir quelques personnes qui le proposent, mais voilà, très peu. C'est pareil pour la Sécu. Il y a des gens qui vous disent un peu plus, un peu moins, il ne faut pas rembourser machin, etc. Personne ne propose dans ce pays de supprimer la Sécu, etc. Pareil pour les retraites. Personne ne propose de supprimer les retraites. Donc, même propose des modalités. Ce qui veut dire que le Shift Project a décidé donc d'entrée de jeu de s'adresser aux gens qui façonnent l'électorat et qui créent les tendances et qui créent les nouvelles manières de penser à l'intérieur de l'électorat. Le monde politique ne crée pas de nouvelles manières de penser. Maintenant, je les ai fréquentés un certain nombre, j'en ai fréquenté un certain nombre, pardon, je peux vous le confirmer. Le monde politique, c'est des éponges. C'est-à-dire qu'ils s'emparent, ils absorbent des trucs qui sont déjà dans la société. Il n'y a pas de laboratoire de recherche dans un parti politique. Un parti politique, ça n'est qu'une machine à s'emparer du pouvoir. C'est rien d'autre. On ne réfléchit pas dans un parti. C'est pas fait pour ça. S'il y a des gens ici qui sont tentés par le fait de s'encarter dans un parti, je vous le dis, mes cheveux gris m'autorisent à le faire, on ne réfléchit pas dans un parti. La seule chose à laquelle on réfléchit, c'est à la conquête du pouvoir. Le reste, on ne réfléchit pas. Je vous assure, hein. On s'empare des constructions préexistantes à l'extérieur dans la société civile. Donc si on veut influer sur les programmes politiques, ce n'est pas dans les partis politiques qu'il faut aller s'agiter, c'est à l'extérieur. Je peux vous donner un exemple. Le nombre d'amendements qui passent à l'Assemblée parce que vous avez des trucs qui sont déjà tout rédigés à la virgule près, qui sont proposés aux députés, là vous en avez énormément qui passent comme ça. Qui a les moyens de rédiger des amendements à la virgule près proposés aux députés? La société civile. Ce qu'on appelle classiquement les lobbies. À Bruxelles, c'est exactement pareil. Donc, donc les gens à qui il faut parler, ma conviction, hein, c'est la société civile. Alors évidemment, c'est pas rapide, mais il n'y a pas de solution rapide au problème que j'ai évoqué. Il n'y en a pas. C'est pas la peine d'en chercher, ça n'existe pas. Donc, c'est comme, je sais pas, si vous avez un gamin en échec scolaire, son problème ne se résoudra pas en 24 heures. Jamais. Donc, là, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a que des solutions lentes. Et le Shift Project a choisi la solution lente de parler à la société civile. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on s'interdit pour autant de parler au monde politique? Non, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit. De temps en temps, le monde politique nous sollicite. Quel cas, nous, on leur dit très bien, on va venir vous voir. Moi, il m'arrive de temps en temps qu'il y a un ministre, enfin, quand ils ne sont pas démissionnaires, qui me demande d'aller le voir ou la voir. Bon, par curiosité, j'y vais. J'y vais pas très souvent, hein, mais bon, j'y vais. Et on n'est jamais à l'abri, à ce moment-là, de faire passer une idée, etc. Bon. Mais vraiment, le cœur du réacteur, c'est la société civile. Alors, si on était en dictature, je ne vous dirais pas la même chose. Dictature, ça ne marche pas exactement de la même manière. Là, c'est quand même beaucoup plus important de parler au chef. Démocratie, le chef, je le redis, il est, pour une large partie, un exécuteur testamentaire, hein, donc c'est un peu différent. Par ailleurs, dans le shift, vous avez une organisation duale, c'est-à-dire il y a le shift et les shifters. Alors pour, celles et ceux qui ne sont pas au courant, le shift est une association d'entreprises. On s'est créé d'entrée de jeu en décidant que nos membres seraient des entreprises, parce que c'était important, si je suis un peu taquin, de discuter avec le diable ou de déjeuner avec le diable avec une longue fourchette. Donc la seule manière, en fait, ce qu'on avait, décidé initialement,
c'était que c'était important d'avoir parmi nos membres des gens venant de l'économie elle-même, convaincus qu'on portait un sujet important. D'accord? Et ayant envie que ce sujet devienne de plus en plus important parce que c'est égoïstement leur intérêt. Parce que vous verrez que ce qui fait avancer le monde, en particulier dans le monde économique, c'est l'égoïsme. C'est un moteur extrêmement efficace, probablement le meilleur. Donc si on veut que les entreprises aient envie de la décarbonation, je parlais tout à l'heure dans le discours introductif, là, que Carbone 4 aide les entreprises. Non, Carbone 4 aide les entreprises qui ont envie qu'on les aide. Les autres, on ne les aide pas du tout, hein. Pour qu'une entreprise ait envie d'être aidée, en fait, il n'y a pas 253 moyens. Il faut qu'elle soit convaincue que c'est une gagnante dans un monde dans lequel on met une contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est trivial, hein, le monde économique, hein, ouais, je veux dire, c'est vraiment trivial. Au Shift Project, c'est ça qu'on a visé. On a visé les entreprises qui avaient envie qu'on mette des contraintes supplémentaires sur le CO2 parce que ça fait leurs affaires. Alors, je vais en prendre une que vous connaissez bien. Si je prends EDF, ça fait les affaires d'EDF qu'on colle une contrainte forte sur les émissions de CO2 parce que ça favorise corrélativement la production électrique d'EDF. Voilà. La SNCF, même motif, même punition. Si on met une contrainte forte sur les émissions de CO2, ça renchérit le transport automobile, ça renchérit le transport aérien, et donc c'est une bonne affaire pour la SNCF, etc. Donc en fait, on cherche des entreprises comme ça, sur lesquelles s'appuyer, qui ont envie, sincèrement, tout simplement, parce que égoïstement, ça fait leurs affaires. Mais on n'était pas du tout dimensionné au Shift Project pour accueillir des membres, personnes physiques. D'accord? On n'avait pas envie d'avoir une armée de bénévoles, on n'était pas du tout dimensionné pour ça. Et donc, à un moment, on a créé une association cousine qui s'appelle les Shifters, qui, elle, est une association de personnes physiques, de gens qui sont des bénévoles qui ont envie d'aider l'action du Shift Project. Et ils se sont auto-organisés avec une structure d'encadrement de plusieurs centaines de personnes pour gérer, qui sont tous des bénévoles, hein, mais pour gérer plusieurs milliers, en l'occurrence 8000, effectivement. Enfin, ça dépend si c'est comme les syndicats et la police. Ça dépend si on compte les gens qui payent leurs cotisations ou les gens qui disent qu'ils en font partie. Voilà. Ça varie d'un facteur 3 entre les deux. C'est ça qu'ils font. Et là, ils se sont, comme ils sont tous bénévoles, ils sont capables d'être quelques centaines d'encadrants dans cette structure que nous, on serait incapable d'aligner comme salariés. Enfin, on ne serait pas capable d'aligner quelques centaines de salariés au Shift Project pour encadrer ces milliers de bénévoles. Et ces bénévoles-là, eux, de temps en temps, parlent au monde politique. Ça fait partie de leur action parce qu'ils relaient les travaux que nous avons effectués. Donc, ils peuvent relayer ça auprès de maires, de conseillers municipaux, de députés, etc. Ils parlent. Et il y en a quelques-uns qui ont pris cette initiative avant les européennes d'organiser un débat pour cuisiner un peu les têtes de liste aux élections européennes, qui ont toutes joué le jeu, sauf Bardella. Donc, c'est le seul à ne pas être venu. Mais le RN a quand même été remplacé par un de ses lieutenants, enfin représenté, pardon, par un de ses lieutenants. Mais sinon, les autres sont venus et on les a passés alors modestement à la question parce que on leur a posé quelques questions. Ils avaient 2 minutes de temps de réponse par personne. C'est pas assez pour aller dans les tréfonds de l'âme. Mais voilà. C'est un exercice intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, assez pro, assez bien mené. Mais c'était les shifters qui avaient organisé ça. Très bien. Une question maintenant sur la place de l'éducation dans ce dont on discute. On a pu voir, par exemple, en 2022, Paris AgroParisTech où les étudiants dénoncent eux-mêmes la formation qu'ils reçoivent. D'autres étudiants décident de boycotter, certaines entreprises, comme Total. Quelle est la bonne solution quand on est étudiant? Alors, boycotter une entreprise et l'éducation qu'on reçoit, c'est 2 problèmes distincts. Heu, dans l'ancien temps, on n'appelait pas ça boycotter, on appelait de ne pas avoir envie de rentrer chez. Bon, ce qui est exactement pareil. J'espère pour vous qu'il y a plein d'entreprises, vous n'aurez pas envie de rentrer parce que si vous avez envie de rentrer partout, vous aurez un gros problème de choix. Bon, donc si vous voulez pas avoir de gros problèmes de choix, vous avez intérêt à avoir des entreprises où vous avez aucune envie d'aller. C'est quoi la bonne éducation? Eh ben, c'est toute la question. Aujourd'hui, on a essentiellement construit un système éducatif basé sur un postulat implicite très simple, qui est que l'avenir est essentiellement la répétition du passé. Et donc, on peut s'inspirer de ce qui s'est produit avant pour enseigner aux gens de votre âge comment se comporter dans le monde de demain, qui ressemblera au monde d'hier. Donc, on vous donne des repères qui fonctionneront, puisque le monde de demain, c'est comme le monde d'hier. Mais si le monde de demain doit être très différent du monde d'hier, vous enseignez les repères du monde de demain, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Admettons que les humains soient une espèce souterraine, des taupes,
d'accord? Qui a toujours vécu sous terre et donc on va vous enseigner que le monde, c'est, des grottes, des tunnels, des racines à manger et cetera et puis pof, le lendemain, pas de chance, vous vous retrouvez en pleine lumière et c'est pas du tout ça que vous avez, bah, vous êtes complètement perdu. Bah, là, c'est un peu le problème qu'on risque d'avoir, c'est-à-dire que le monde de demain risque d'être significativement différent, du monde d'hier et je vais vous donner juste un exemple, parce que dans cette école, je pense qu'on va faire de l'économie. Enfin, un peu d'économie dans cette école. Oui, un peu d'économie dans cette école. Je ne pense pas qu'on va beaucoup vous enseigner l'accident de parcours, au sens les modèles économiques sont tous des modèles lisses, d'accord? C'est des modèles sans catastrophe. Ça n'existe pas. Ils sont construits de telle sorte. Or, demain, à cause des craquements du système physique sous-jacent, des catastrophes économiques, il va y en avoir de plus en plus. Bon, bah, typiquement, ça, c'est un truc qu'on ne va pas vous apprendre. Et on ne va pas vous l'apprendre parce que les outils, ils ont été calés sur ce qui s'est passé hier. Et hier, effectivement, il y avait globalement moins d'accidents de parcours. Mais plus le système physique sous-jacent de l'économie est en tension, c'est de temps en temps, il y a une rupture d'approvisionnement ici, de temps en temps, il y a un barrage qui est à sec là, de temps en temps, il y a des rebelles outils qui font que les routes économiques se détournent, de temps en temps, etc. De temps en temps, le canal de Panama s'assèche un peu et le trafic intérieur du canal de Panama est divisé par 2. Enfin bon, voilà. Et tout ça, c'est de l'apéritif. Bon. Eh bien, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se repérer dans un monde volatile, difficilement prévisible, et cetera? Bah, aujourd'hui, les modèles ne sont pas du tout faits pour ça. Ils n'ont pas du tout été faits pour ça. Alors il y a des choses qui resteront tout le temps. Il se trouve que c'était le thème de ma petite chronique de rentrée sur RTL là, 2 et 2 font toujours 4. D'accord? Qu'on vive sur terre ou sous terre, voilà, une phrase, ça sera toujours sujet, verbe, complément, qu'on vive sous terre ou sur terre et cetera. Donc il y a des choses qui sont une base commune, qu'on peut considérer comme, tant qu'on fait société, on en a besoin. Le jour où vous êtes tout seul sur terre, vous n'avez plus besoin de savoir compter nécessairement, mais bon. Vous avez plus besoin de savoir faire une phrase nécessairement. Mais, tant qu'on fait société, il y a un certain nombre de bases communes dont on a besoin et puis après, plus vous allez vers des compétences spécialisées et plus elles sont dépendantes du contexte et si le contexte change fortement, bah, les compétences spécialisées de demain ne seront pas nécessairement les compétences d'hier. Alors pour essayer d'incarner un peu mon propos, imaginons qu'on passe d'un pays dans lequel il y a 40 millions de véhicules individuels, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, 40 millions de voitures, à un pays dans lequel il y en a 5 et où tout le reste est remplacé par, du covoiturage, de la démobilité, du vélo, du bus, de la marche à pied et du train. Bon, bah, vous n'avez pas besoin exactement des mêmes compétences, parce que quelqu'un qui sait changer un dérailleur de vélo, c'est pas exactement quelqu'un qui sait, souder un bout de portière ou entretenir le robot de soudage, d'un bout de portière. Alors vous avez des compétences voisines quand même dans les 2 cas de figure, il faut savoir ce que c'est qu'un morceau d'acier, et cetera, mais les compétences très spécialisées vont devenir très différentes. Aujourd'hui, vous avez 400 000 agriculteurs dans ce pays. Au sortir de la guerre, la dernière, 39-45, un tiers de la population active était agricultrice. Et en plus, tenez-vous bien mesdames, à cette époque-là, je soupçonne que les statistiques considéraient les conjointes d'agriculteurs comme des inactives. Pas complètement convaincu, il faudrait que j'aille regarder, mais je ne suis pas complètement convaincu qu'elles étaient correctement comptabilisées. Bon. Donc, incidemment, je fais une parenthèse dans la parenthèse, je conseille à toutes les femmes dans cette salle, aux hommes aussi du reste, de lire un livre qui s'appelle Féminicène de Vera Nikolsky, qui est un livre qui explique en quoi l'abondance énergétique a été le premier facteur d'émancipation des femmes sur les 2 derniers siècles. Hein, excellent livre, excellente autrice, du reste, qui est rentrée à l'école normale en arrivant en France à 13 ans sans parler un mot de français et russe. Donc et je vous conseille vraiment ce livre, il est vraiment très intéressant. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, j'en reviens à l'éducation. L'histoire, qui va s'écrire demain, elle est difficile à prévoir dans ses moindres détails et donc mais il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut dès à présent dire qu'il est peu probable que l'avenir soit la répétition du passé. C'est long de mettre en place un nouveau programme d'éducation. Nous, on l'a bien vu, on a eu un projet au Shift Project qui s'appelait ClimaSup.
On a commencé, il y a maintenant 6 ou 7 ans, à faire l'inventaire de ce qui existait ou de ce qui n'existait pas dans les formations du supérieur. À l'époque, il n'existait pas grand-chose. Depuis, il existe un peu plus, mais il n'existe pas encore assez, loin s'en faut. Et là, je vais vous dire un truc désagréable parce que c'était dans les statistiques. Plus on se rapproche, plus on quitte les écoles d'ingénieurs et plus on se rapproche du management et plus la transition est difficile. Heu, Plus les enseignants sont peu motivés, globalement, et on fait rien sans les enseignants-chercheurs, hein, dans un établissement d'enseignement supérieur. Et plus l'adaptation de la matière à un monde sous contrainte est difficile. Parce que je le redis, la résistance des matériaux, que vous fassiez un dérailleur ou une portière de voiture, c'est à peu près la même. Par contre, le fonctionnement d'une organisation, que vous ayez des multinationales ou que vous ayez que des PME, c'est pas pareil. Ça, c'est pas du tout pareil. Et les multinationales, c'est l'enfant de la mondialisation et la mondialisation, c'est l'enfant de l'énergie abondante. Voilà. Est-ce qu'on vous apprend, par exemple, dans cette école, qu'est-ce qu'on fait dans un monde dans lequel il y a plus de multinationales? Beaucoup moins. Bon, voilà, donc c'est voilà. Alors une fois que je vous ai dit ça, à nouveau, je vous ai tout dit et rien dit, il faut commencer par se poser des questions. C'est-à-dire, il faut commencer par se dire: «Tel élément dans le monde de demain, est-ce que j'ai eu de bonnes raisons de penser qu'il sera toujours là? Ou est-ce qu'il dépend directement ou indirectement de l'abondance énergétique?» Quand je regarde bien et à ce moment, je suis pas sûr qu'il va toujours être là. Et à ce moment, il faut se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire sur, la modification de l'enseignement. Voilà, c'est un long et encore une fois, c'est un long parcours parce qu'une fois que vous avez décidé de changer, il faut former les enseignants. C'est déjà il y a 1 million d'enseignants dans ce pays, hein, incluant les enseignants du secondaire. Donc on n'aura pas 350 essais pour, modifier tout ça. Juste pour rebondir rapidement aussi, puisque vous avez parlé de choix d'entreprise. Pendant nos recherches, pour, préparer cette conférence, on s'est penché sur les entreprises qui finançaient le Shift Project et on a trouvé, BNP Paribas, qui a été la première banque, à être mise en examen pour financement d'énergies fossiles. Comment est-ce que vous réussissez à leur donner la bonne direction dans la transition énergétique? Ou est-ce que vous essayez même pas, peut-être, vu qu'ils vous financent? Alors, on n'essaie même pas. Ce qu'on fait au niveau du Shift Project, c'est on est transparent. Donc on dit qui on est, on dit ce qu'on cherche, on dit ce qu'on veut faire et s'il y a une entreprise dont des observateurs extérieurs pensent qu'elle n'est pas raccord avec ce qu'on fait, qui veut quand même nous donner de l'argent, on le prend, mais avec un gros filet de sécurité qui est qu'on ne se met jamais en position d'être dépendant de son argent. Dit autrement, on a on est dans au Shift Project, on considère qu'on doit pouvoir perdre quelques mécènes sans que ça nous tue. D'accord? Donc en fait, on diversifie, les gens qui nous donnent de l'argent suffisamment pour que, si jamais et c'est arrivé dans le passé, hein, je peux vous donner quelques entreprises qui ont claqué la porte en disant: «Ce que vous faites, ça nous plaît pas». Il y a eu Schneider, il y a eu Saint-Gobain, il y a eu BNP justement qui a claqué la porte, puis qui est revenu, voilà, mais qui reclaquera peut-être la porte. Il y a eu le Crédit Agricole, donc à chaque fois, il y a eu des entreprises, qui ont dit: «Ben, on vous donne de l'argent, puis à un moment, on vous en donne plus». Bah, c'est la vie, voilà. Est-ce que quand les entreprises vous donnent de l'argent, on leur dit: «Bah, du coup, on va vous servir la soupe et dire exactement ce que vous avez envie qu'on dise»? Non, absolument pas. On va continuer à dire exactement ce qu'on pense et puis, bah, si ça vous plaît pas, vous partirez. C'est lié au fait qu'on ne peut rien construire de solide en n'étant pas raccord avec les gens, de notre écosystème rapproché. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens de notre écosystème rapproché se sentent globalement confortables avec ce qu'on raconte et si de temps en temps, il y en a un qui veut mettre un doigt alors que son activité est pas raccord avec ce qu'on raconte, on prend le doigt encore une fois, en considérant d'entrée de jeu que c'est un doigt qu'on finira probablement par perdre. On a parlé de la place de l'éducation. Maintenant, peut-être une place, des scientifiques, des chercheurs. Est-ce que, selon vous, ils doivent se contenter d'analyser, de documenter le débat? Ou est-ce qu'ils doivent s'engager plus concrètement, dans des, partis pour influencer la politique, influencer le comportement de certains? Quelle est leur place? Il y a 3 choses que peut faire un chercheur. Il peut chercher, en général, c'est pour ça qu'il est payé. Il peut raconter aux autres ce qu'il a trouvé et enfin, il peut militer, de façon active pour des solutions données.
Alors cette dernière casquette, il ne peut pas, en règle générale, se prévaloir de sa qualité de chercheur, pour l'avoir. C'est-à-dire qu'il doit être très clair sur le fait qu'on rentre dans le champ des convictions et on quitte le champ de l'expertise. Je vais donner un exemple très précis. Un chercheur dans le domaine du climat qui dirait: «Il faut construire des centrales nucléaires» ou «Il faut construire des éoliennes», là, il ne peut pas revendiquer sa qualité de chercheur du climat pour appuyer cette position. Parce que ce qu'il fait dans les sciences du climat, c'est de faire fonctionner un modèle général dans lequel il y a l'atmosphère, l'océan et la vie des arbres. Ça ne lui donne aucune compétence particulière sur ce qu'est un système électrique ou sur ce qu'est la façon de fabriquer des voitures. Donc il peut très bien tenir cette position, il n'y a pas de problème. Par contre, il doit être très clair sur le fait qu'on rentre dans le champ de sa conviction citoyenne et qu'il ne peut pas légitimer ça au titre de son expertise comme chercheur. Ce qu'il peut faire au titre de son expertise comme chercheur, c'est vulgariser ce qu'il sait ou ce qu'il a trouvé comme chercheur. Donc un chercheur des sciences du climat peut très bien, et je trouve ça personnellement souhaitable, aller s'exprimer dans l'espace public en disant, comme le fait par exemple Valérie Masson-Delmotte: «Je vais vous raconter ce qu'il y a dans ma recherche. Donc dans ma recherche, il y a telle et telle et telle et telle conclusion». Voilà. Après, si, cette personne souhaite aller plus loin dans la préconisation de solutions, elle ne peut le faire qu'en s'appuyant sur des tiers experts qui eux-mêmes sont légitimes pour s'exprimer sur le sujet. D'accord? Alors, vous pouvez très bien, j'en connais, hein, des chercheurs qui se sont, dans un domaine, qui se sont paluchés toute la littérature scientifique et technique dans un autre domaine et qui sont devenus des grands militants d'une solution quelle qu'elle soit. Mais, à ce moment, ils doivent nécessairement l'avoir légitimée par autre chose que leur activité professionnelle propre. Voilà. Et c'est toute la question de, qu'est-ce qu'on est autorisé à exprimer dans l'espace public? Dès qu'on est dans le domaine scientifique et technique, en fait, ce qu'on est autorisé à, communiquer dans l'espace public, c'est quelque chose qui a déjà été réfuté dans le domaine de l'expertise concernée. Voilà, c'est ça qu'on est autorisé à faire. Si ça n'a pas été fait, on n'est pas légitime à le faire. C'était incidemment, un des trucs que j'expliquais aux journalistes à l'époque où il y avait les entretiens de Combloux, en leur disant: «Vous avez une manière très, très simple d'éviter de dire des conneries, sur le réchauffement climatique, sur la partie scientifique, hein, du réchauffement climatique. Dans la vulgarisation, ne dites jamais rien d'autre que ce qui a été publié dans les revues scientifiques à comité de lecture et vous êtes sûr de ne pas dire de conneries». Voilà. Et tous les propos climato-sceptiques qui ont été, techniques, hein, c'est la faute du soleil, c'est la faute de ceci, c'est, le CO2, suit les températures, qu'est-ce que je sais? C'est des propos qui n'ont jamais, je dis bien jamais, aucun, hem, été, enfin, qui n'ont jamais figuré dans un article scientifique publié dans une revue à comité de lecture. Aucun, jamais. Voilà. Donc c'est une règle très, très simple, pour éviter de raconter des salades et c'est évident que les gens du secteur, c'est bien s'ils vont raconter ce qu'ils savent. Maintenant, il faut savoir qu'ils ne sont pas payés pour ça, hein. Ils ne sont pas payés pour ça. Donc, quelqu'un qui est un physicien qui est chercheur au laboratoire de météorologie dynamique, il est payé pour faire des modèles, il n'est pas payé pour aller causer à la radio. Il est même pas payé pour faire un rapport du GIEC, il faut le savoir, hein. Ils font ça, ils ont aucun crédit académique pour ça et ça leur sert à rien, sur l'avancement de leur carrière. Voilà, donc ça relève, là pour le coup, de leur motivation personnelle et de leur envie personnelle de faire ça. Très bien, merci pour toutes ces réponses. On va désormais passer aux questions du public et je me permets de vous devancer parce que j'ai déjà regardé plusieurs de vos conférences. Il faudra alterner un garçon et une fille sur les questions du public. Si je fais l'inventaire de toutes les questions de garçons qui m'ont été posées jusqu'à maintenant, ça devrait être que des filles, hein. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pour ça qu'on va directement commencer par une question de madame Vérax, professeure associée en transition, écologique, à EM Lyon et puis on continuera sur un garçon si vous le souhaitez ou sinon, Alors directement allez, on propose d'amender ma règle et de faire 2 filles, 1 garçon, dans les questions qui suivent. faisons comme cela. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Jancovici, pour cette, conférence percutante. Je suis ravie d'être la caution féminine, des questions de la salle. On a bien compris que la décroissance des flux de matière et d'énergie était inexorable.
Nous nous trouvons ici effectivement dans une école de commerce et non pas d'ingénieurs. Et bien que de nombreux engagements ambitieux aient été pris par l'école, notamment devenant société à mission, l'immense majorité des programmes, des enseignements continuent à opérer selon un modèle croissantiste et productiviste. Monsieur Jancovici, comment faire entrer la décroissance dans une business school? Bah, j'ai envie de dire en le décidant. Là, je vais faire un tout petit retour d'expérience sur Climat Sub Business, qu'on a je sais pas si vous avez regardé ces travaux, qui ont été effectués au sein du Shift Project. Et alors, je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous savez que dans une école, le décider, ça veut dire quand même quelque part arriver à créer un début de consensus au sein, d'un noyau suffisant d'enseignants-chercheurs. Donc la première manière d'avancer, c'est d'avoir au sein de vos collègues un nombre suffisant de gens qui se disent: «Bah oui, c'est pertinent, de se placer dans un cadre physique qui n'est pas le cadre physique passé». Et par ailleurs, il va falloir que tout ça soit valorisable, auprès des élèves qui regardent les classements. Donc ça veut dire qu'il faudra que les indicateurs de classement tiennent compte, de ce que vous venez d'évoquer. Ça veut dire que ça sera valorisable auprès des entreprises, alors pas nécessairement les mêmes, mais sauf qu'aujourd'hui, les entreprises qui payent le mieux, c'est les entreprises qui profitent de la mondialisation. Là, je le dis aux élèves, si vous voulez être tout de suite près de Dieu et faire des choses impliquantes, aller dans des petites boîtes, pas nécessairement des startups, de la tech, hein, peut très bien être, une entreprise, un grossiste à Rungis, qui fait 50 personnes, hein. Mais c'est pas les boîtes qui vont payer le mieux. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il faudra qu'il y ait du côté des élèves le fait que dans le classement de sortie, ils ne voient pas le salaire comme le premier truc. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Alors on avait évoqué tous ces sujets-là dans Climat Sub Business, dont vous avez déjà un début de mode d'emploi, j'ai envie de dire, qui n'est pas simple et qui suppose d'agréger autour de soi un nombre croissant d'alliés, qui ont envie de s'occuper, de manière pragmatique du sujet. C'est pas juste le dire au coin, enfin c'est pas méchant du tout ce que je dis, hein, pas juste d'en parler à la machine à café quoi, de commencer à rentrer dans le dur. Et rentrer dans le dur, suppose de s'attaquer à un certain nombre, de choses, comme je viens de l'évoquer, qui sont des problèmes pas triviaux, et à solution pas immédiate, à effet pas immédiat, voilà, et c'est il y a pas tellement d'autres manières de faire. Normalement, il y a tiens, je peux parler directement. Vous m'entendez? OK. Non, Pour, j'ai dit que la règle, c'était 2 femmes un homme, 2 femmes un homme. c'est pour ça que je lui ai demandé avant. Ah bah non, Non, c'est pour compenser, mais attendez, je suis vieux et sourd, attendez le micro. Heu, croyez-vous à la fable du petit colibri? Je crois à la fable de beaucoup de colibris, au sens où, c'est difficile d'agir si on n'a pas l'envie. Donc le colibri qui fait sa part, en fait, à la mesure du colibri, il fait un effort qui est pas complètement ridicule. À la mesure du problème, son effort est ridicule. À la mesure de sa capacité à lui à faire des efforts, c'est pas ridicule. Alors Hubert Reeves aurait dit un jour, «L'environnement, c'est pas un gros problème, c'est 8 milliards de petits problèmes». Enfin, à l'époque où il l'a dit, je pense que c'était que 7 ou 6 milliards, mais peu importe. Il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que, si vous renversez, le raisonnement, je ne vois pas comment on peut avancer de manière significative sur la résolution des grands défis de ce siècle, sans que chacun, à son niveau, fasse sa part. C'est pas possible. C'est-à-dire, vous et moi, on ne peut pas compter sur juste les autres, qui vont faire ce qu'il faut pendant que nous, on ne changera rien. C'est pas possible. Est-ce que si vous et moi, juste nous, on change, et que personne d'autre ne change, est-ce que ça règle le problème? Pas plus. Donc en fait, il y a une seule conjonction dans laquelle ça change, c'est si tout le monde s'y met. Dit autrement, si tout le monde fait le colibri. Mais faire le colibri, ça ne veut pas dire faire un petit geste. Ça veut dire, à son niveau à soi, faire un effort significatif. Si je parle chiffres et que je parle d'un problème que je connais bien, qui est l'empreinte carbone, aujourd'hui, l'empreinte carbone, elle est en gros en 5/5e
vous avez 1/5, c'est vos déplacements, 1/5, c'est ce que vous achetez, 1/5, c'est votre logement, 1/5, c'est ce que vous mangez, et 1/5, c'est les services publics de la collectivité. Par exemple, typiquement, le chauffage de ce bâtiment, sa construction, tous les profs qui viennent ici en BMW 4x4, etc. Voilà. C'est ça le... Rigolez pas, je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux. Donc, voilà, c'est ça l'empreinte carbone. Et vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir la diviser par 3, 4 ou 5 sans que dans chacun de ces segments, une part de l'effort vienne de vous. C'est-à-dire, si vous demandez juste aux agronomes, aux ingénieurs de faire des voitures de 2 tonnes électriques à l'électricité sans carbone, les voitures elles-mêmes fabriquées à l'acier sans carbone, etc., avec 40 millions de véhicules dans ce pays, vous allez attendre très très longtemps, et en fait probablement qu'on ne l'aura jamais, alors que la part de l'effort qui vient de vous peut être de moins rouler, de partager la voiture avec le voisin, de la remplacer par le vélo, etc. Bon. Et idem pour les autres cas de figure. Donc vous avez une part de l'effort qui sera nécessairement du colibri, et du colibri significatif. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Comme nous sommes en démocratie, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on veut que la société dans son ensemble devienne une société de colibri, si je peux me permettre cette expression, il faut commencer par, c'est exactement la même réponse, mais dans un autre cadre que celle que je viens de faire à l'enseignante, c'est-à-dire il faut agréger autour de vous des gens qui disent « ça fait sens qu'on aille dans cette direction ». Et à force, l'humain étant une espèce mimétique, vous avez une petite chance que la chose diffuse autour de vous. Voilà. Ça diffusera d'autant plus facilement que ce que vous faites est un effort significatif à la mesure de vos moyens à vous. C'est-à-dire les gens qui disent « faites comme moi, j'ai remplacé les machines à café à capsule par des machines à café à filtre dans une compagnie aérienne », là, si vous voulez, vous aurez plutôt l'effet inverse. Du coup, je peux revenir à ma question. Donc, voilà, je m'appelle Hugo. Merci pour votre présentation. Et j'avais une question notamment sur le projet Northern Lights. Je ne sais pas si vous avez entendu parler certainement que nos amis de Total et Shell financent, qui est un projet de captation de CO2 et qu'ils exportent en Norvège pour l'enfouir sous des couches géologiques. Est-ce que vous avez entendu de ça et est-ce que voilà, vous pensez que c'est un projet intéressant pour notre futur? Alors la Norvège enfouit du CO2 dans le sous-sol de la mer du Nord depuis un certain temps déjà, pour la raison suivante. Comme vous le savez probablement, la Norvège est un pays pétrolier, ou plus exactement pétro-gazier. C'est-à-dire que dans les eaux territoriales de la Norvège, en mer du Nord, vous avez des champs de pétrole et des champs de gaz en quantité importante. Le gaz qui est extrait des champs norvégiens contient du CO2 en quantité significative. Le gaz naturel est essentiellement du méthane. C'est ça que vous allez avoir dans le réseau de gaz à l'arrivée. Mais quand on l'extrait du gisement, comme c'est le produit d'une décomposition de restes biologiques, il contient également du CO2. Ce CO2, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire circuler dans les canalisations avec le gaz. Tout simplement parce que si vous avez la moindre trace d'humidité et que vous faites circuler du CO2 dans une canalisation, ça vous fait de l'acide carbonique et ça vous oxyde la canalisation. Donc on est obligé de séparer en tête de puits le CO2 du gaz. Le pétrolier norvégien, qui s'appelle aujourd'hui Equinor, après s'être longtemps appelé Statoil, a séparé depuis toujours le CO2 du gaz extrait et historiquement, il le relâchait dans l'air. Puis à un moment, le gouvernement norvégien lui dit « non, non, ça c'est pas bien, vous allez remettre ce CO2 sous terre, il sera beaucoup mieux et là, il n'emmerdera personne ». Et alors, Equinor a d'autant plus dit oui que le CO2 réenfoui sous terre est une manière de mieux laver les gisements pétroliers. D'accord ? Aux États-Unis, le CO2 est un produit commercial. Vous avez des CO2-ducs, des pipelines à CO2 aux États-Unis, qui permettent d'utiliser le CO2 comme un moyen d'augmenter la récupération de pétrole des gisements américains. D'accord ? Donc c'est un truc qui se vend. Voilà. Et donc les Norvégiens, c'est exactement ça qu'ils ont fait, ils ont enfoui le CO2 sous terre. Alors maintenant qu'on parle de ne pas mettre le CO2 dans l'atmosphère, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, on va faire pareil avec le CO2 des cimenteries, des centrales à charbon, des centrales à gaz, etc. On va le récupérer en sortie d'usine,
Et puis on va l'enfouir sous terre, exactement comme le font les Norvégiens, dans les mêmes endroits, et cetera. Et donc le projet de Total est un projet de cette nature, c'est-à-dire je récupère un peu de CO2 à un endroit, je le comprime, je le liquéfie et je vais l'enfouir en mer du Nord. Si on parle chiffres, aujourd'hui à l'échelle mondiale, on émet chaque année 40 milliards de tonnes de CO2 fossile. Les projets de séquestration de CO2 tels que je viens de les décrire, c'est-à-dire du CO2 qu'on réenfouit sous terre, c'est 40 millions de tonnes, 1000 fois moins. On peut en faire un peu. Ça fait partie des innovations techniques. On parlait tout à l'heure des innovations techniques. Ça fait partie des innovations techniques qu'on peut faire pour enfouir ici et là quelques millions de tonnes de CO2 qu'on émettrait dans des dispositifs industriels où on se dit vraiment, là, on n'a pas la moindre idée de la manière dont on pourrait faire autrement, en tout cas, sauf à se priver totalement du produit correspondant. Et il y a notamment un cas de figure qui correspond à ce que je viens de dire, qui est le ciment. Fabriquer du ciment, aujourd'hui, c'est casser des molécules de carbonate de calcium en deux et ça crée du CO2 par nature. Par nature. Donc, dans les cimenteries, sauf à se passer définitivement de ciment, c'est très compliqué de ne pas émettre de CO2. Et une des idées pour que ce CO2 ne nous enquiquine pas, c'est précisément de le capturer et de l'enfouir sous terre. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Voilà, ça peut être une petite marge de manœuvre, mais dans l'ensemble de ce que nous avons à faire, c'est une petite marge de manœuvre. Alors, on me fait signe que c'était la dernière question. Je suis désolé pour tous ceux qui avaient des questions à poser encore. Mais bon, on a fait Non, deux filles, mon train est dans 2 heures, hein, donc moi, deux filles, un garçon. Oui, mais je crois qu'il y a c'est moi, la suite qui. moi, je m'en fiche, hein. C'est la suite qui. Il y a un discours de Monsieur Sy. Je crois que vous restez pour votre photo de promo. Juste peut-être, puisqu'on a encore le temps un petit peu avec vous, un dernier mot que vous voudriez faire passer à tous ces étudiants qui sont là devant vous. Bah, écoutez, il y avait une main qui s'est levée, donc je propose que le dernier mot soit la réponse à la question qui allait être posée. En plus, c'était une fille, donc. Ouais, c'est absolument. Mais il faut peut-être un micro. Bonjour, donc ma question porterait plutôt sur la culture. Donc on a parlé de l'éducation. Quel est pour vous le rôle de la culture dans le sens la littérature, le cinéma, les arts plastiques dans la lutte face aux défis climatiques? À mon avis majeur, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été, ça me travaillait depuis très longtemps avant que Christophe Blain me propose de faire une BD, d'intervenir dans ce champ-là. Pour ne rien vous cacher, très longtemps avant, j'avais eu l'idée de faire une espèce de Terminator du changement climatique. C'était une idée un peu farfelue qui m'était venue. J'avais même essayé de contacter des producteurs français ayant pignon sur Amérique, parce qu'il fallait un truc international pour que ça marche bien. Puis finalement, le truc est tombé à l'eau, et toujours dans la même veine, un certain nombre de gens considèrent que Hollywood a été la meilleure agence marketing possible, des exportations américaines. En vantant, la Cadillac, le style de vie américain, la villa avec piscine, et cetera. Enfin, vous exportez comme ça, la production industrielle. Donc je considère que c'est quelque chose de majeur. C'est pas nécessairement mon domaine de confort, ma zone de confort, hein, culture. Bon, j'ai coécrit une BD, enfin bon, j'ai réussi à écrire 8 livres après avoir eu 4/20 au bac de français, donc à l'écrit, donc bon, quand la rédemption est toujours possible, mais je considère pas que ce soit ma zone de confort. Mais par contre, je considère que c'est quelque chose de très important et au Shift Project, on a démarré un projet dans ce domaine-là, dans la culture, pour essayer de donner envie à des scénaristes, à des réalisateurs, de s'emparer de ce sujet et de s'emparer de ce sujet d'une manière telle que ça soit pas culpabilisant pour les gens qui regardent, que la partie technique soit correcte dans ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que sur tout ce qui est, le méchant, et cetera, le gentil, les traîtres, machin, ils font ce qu'ils veulent. Mais dès qu'ils parlent du sujet qui nous concerne, à ce moment, ce qu'ils disent est scientifiquement et techniquement exact. Voilà, on souhaite initier, ce genre de choses. Il y a un certain nombre de gens avec lesquels, le Shift Project collabore, dans ce domaine-là. En fait, quand vous regardez ce qui nous fait avancer plus généralement, c'est pas la technique, c'est les émotions. C'est quoi? On n'est pas du tout des êtres rationnels. Si on pense qu'on est des êtres rationnels, on se leurre, on se raconte n'importe quoi. On tombe pas rationnellement amoureux, ça n'existe pas. On n'a pas rationnellement envie de vivre, à Lyon, à Grenoble, si un peu à cause des écoles et voilà, mais il y a aussi tout un tas d'autres trucs, le cercle familial, les amis, le fait de pouvoir s'échapper le week-end, qu'est-ce que je sais? Tout ça n'est pas complètement rationnel.
Donc et les gens bougent. Les grandes décisions que vous allez prendre dans votre vie seront en général des décisions entre guillemets «affectives». Parlais tout à l'heure de choix de l'entreprise. Combien de gens ont choisi leur entreprise parce que les gens avec qui ils ont discuté lors des entretiens de recrutement leur ont plu, parce qu'ils ont eu des échos de gens qui s'y trouvaient déjà, qui leur ont dit: «Ah c'est génial, je m'éclate» et cetera. Et puis derrière seulement, il a été question vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire au moment où vous postulez pour un job, hein. Vous avez une vague idée, mais bon. Donc ce qui nous fait vraiment avancer, c'est les émotions et c'est l'affect. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Et donc je pense que la culture a un rôle absolument central à jouer, dans le fait de mettre de l'enthousiasme et du désir, dans un projet de société qui doit s'accommoder des limites planétaires. Je peux vous dire, en trahissant un tout petit peu, mais quand même, on m'a demandé de collaborer à un ouvrage, qui s'appelle «Les 101 mots de la RSE» qui va sortir, je ne sais pas quand, en octobre là et cetera. Et donc on a demandé à un certain nombre de gens de commenter un mot. Et moi j'ai commenté délibérément le mot «désir», en disant: «Il faut que la transition soit quelque chose de désirable et de profondément désirable», d'accord? Qui nous donne profondément envie. Sinon, on n'ira jamais. Sinon, on fera jamais le colibri, sinon on n'ira jamais. Alors reste à savoir pourquoi ça pourrait nous faire envie. Plein de voilà. Et la culture, est quelque chose, qui s'inscrit, dans ce cadre plus large, enfin dans ce cadre-là, j'ai envie de dire. Parce que ça parle à nos émotions, ça parle à nos sentiments, ça parle à notre imaginaire, ça parle et cetera. Et le projet qu'on a en commun, avec Thomas Gauthier, donc sur la chaire, Stratégie en anthropocène. Thomas, il est à moitié poète, hein, et donc c'est quelque chose qui fait appel quelque part, à l'imaginaire, au désir, un peu, pas suffisamment peut-être, mais un peu, parce que je pense que ça doit beaucoup, se jouer dans ce registre-là. Très bien, bah, définitivement, c'était la dernière question pour le coup. Encore un grand merci, d'être venu et puis, on se rejoint au cocktail.